avancer le pays. Bonsoir à tous, bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir. Merci d'être notre invité dans Toute franchise. Merci à vous. Première question, est-ce que c'est le quinquennat qui se joue en ce moment ? Je ne sais pas si c'est le quinquennat, mais en tout cas, c'est un moment très important. Vous savez, les retraites, c'est la mère de toutes les batailles, et surtout en France, puisque la France a un modèle social qui est tout à fait particulier, singulier, qui s'est construit notamment sur une institution qui est la sécurité sociale, cette grande invention qui veut que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et les Français sentent bien que lorsqu'il est question des retraites, il est question de beaucoup de sujets en réalité, de la situation de l'emploi, de l'espérance de vie. Et les gens veulent savoir, après une vie de labeur, à quelle sauce ils vont être mangés, c'est-à-dire à quel âge vont-ils partir à la retraite, avec quelle somme. Ce sont des questions fondamentales. Et puis surtout, la retraite, c'est un autre âge de la vie. On a souvent l'impression, depuis des mois que le gouvernement en parle, d'avoir affaire finalement à un dialogue entre des tableaux Excel et des calculatrices, comme si la retraite finalement se résumait à un exercice comptable. Non, bien sûr, il y a la question de comment on finance derrière, mais il y a d'abord et avant tout quelle idée on se fait dans un grand pays comme la France de ce que doivent être les vieux jours de sa population. C'est essentiel. Donc là, j'observe que depuis maintenant quelques semaines, plus les Français se penchent sur la question, plus ils soutiennent le mouvement. Et je crois que petit à petit, les arguments du gouvernement, l'alibi de l'universalité, on va en parler, sont en train de tomber, et que les gens voient que cette réforme, la réforme de M. Macron, va faire perdre un maximum de monde, et que plutôt que de dire que c'est la réforme de quelques régimes qui seraient concernés, elle va concerner tout le monde. Et comparativement au système actuel, elle ne fera que des perdants, et donc les gens le comprennent. On va entrer dans le détail, mais je retiens quand même quelques mots dans vos rangs. On parle de point de bascule, de date dans l'histoire sociale du pays. Ça sent le roussi, même pour Emmanuel Macron, ai-je lu ou encore entendu. Vous espérez faire vaciller le pouvoir en ce moment ? Alors d'abord dire une chose, je crois qu'on rendrait service à ce gouvernement si on se déportait sur d'autres sujets que celui où se situe la bataille à l'heure où l'on se parle. Évidemment, en France, vous avez une multitude de colères. Ça fait longtemps que ça dure. On a vu le mouvement salutaire des Gilets jaunes depuis plus d'un an sur les questions de justice fiscale, de souveraineté populaire. On sait que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, loin d'amener la prospérité qu'il avait promise en disant on va donner à ceux qui ont le plus, vous allez voir, toute l'économie va en bénéficier. Le résultat en 2 ans et demi, c'est que les 0,1% les plus riches ont gagné 23 000 € de plus pour eux par an alors qu'ils n'avaient rien demandé, pendant que la pauvreté atteignait un record dans le pays. La situation est donc celle d'une souffrance, d'une chape de plomb qui s'est emparée du pays. Et donc vous avez une multitude de colères. Vous espérez que cette séquence-là, elle change la donne du quinquennat ? Cette séquence-là, en tout cas, doit se jouer sur une chose. Il faut que le gouvernement retire sa réforme des retraites. Alors je sais qu'il y a 1000 sujets qu'on pourrait mettre en circulation dans la période, parce qu'Emmanuel Macron a justement catalysé toutes ces colères qui sont bien différentes, l'état de nos services publics, le retard que l'on prend en matière écologique. Il y a plein de sujets. Mais là, à l'heure où l'on se parle, immédiatement, et même s'il appartient au mouvement social de dire quelle direction il veut prendre, il y a un objectif précis, clair à atteindre. C'est que le gouvernement retire son projet de réforme par points. C'est la seule issue, il n'y a pas de compromis possible, il n'y a pas de mi-chemin, retiré, c'est tout. Écoutez, Amélie Carwer, dès l'instant où les deux objectifs centraux du gouvernement, c'est 1, la mise en place d'un système par points, 2, le fait de contenir la part des richesses consacrées aux retraites, c'est-à-dire en rupture avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Moi, je veux insister là-dessus. Jusqu'à présent, ce qui a fait que le modèle a plutôt fonctionné, parce que vous savez que le modèle de la sécurité sociale, s'agissant des retraites, il a plutôt répondu à sa promesse jusqu'à présent en France. Comparativement à nos voisins européens, le taux de pauvreté des seniors est bien plus bas en France, du fait de ce modèle redistributif basé sur la solidarité entre les générations. Alors certes, il a été atteint durement par les dernières réformes libérales qui vont faire que dans les prochaines années, si l'on ne fait rien, ça va se dégrader. Raison pour laquelle, moi je vous le dis, si je conteste la réforme d'Emmanuel Macron et que je souhaite son retrait, je ne défends pas pour autant, et on en parlera aussi, le statu quo. Mais oui, il n'y a pas d'autre issue que le retrait. Enfin, le système par points n'est pas un système adapté au modèle social français, surtout lorsque l'objectif de ce gouvernement et de contenir les dépenses consacrées aux retraites. On va en parler encore une fois, mais Édouard Philippe, il le dit encore dans le JDD aujourd'hui, il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Eh bien, Amélie Carwer, Édouard Philippe vous dit j'irai jusqu'au bout. Les salariés de ce pays, et j'espère qu'ils sont de plus en plus nombreux, vous avez vu que les Français, à mesure que l'on parle de la réforme des retraites, à mesure que l'on rend ça aussi plus compréhensible, parce que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour que les gens n'y comprennent rien. Il a passé son temps à nous dire rassurez-vous, rien n'est décidé, rien n'est décidé. Et on arrivera à l'Assemblée nationale en train de voter le texte qui nous diront encore rien n'est décidé. En réalité, vous savez, quand c'est flou, il y a un loup. Depuis quelques semaines, on essaye les uns les autres de faire beaucoup d'efforts pour rendre ça extrêmement compréhensible, parce que finalement, pas besoin d'attendre tous les arbitrages pour comprendre ce qui va se produire. Et on voit que depuis 15 jours,
à mesure que les Français s'intéressent au sujet, eh bien, ils vont plutôt dans le sens d'un soutien à cette Vous pensez que le mobilisation. gouvernement entretient sciemment le flou? Est-ce que vous iriez même à dire, puisqu'on voit beaucoup d'informations contraires, dire que le gouvernement ment aux Alors, Français? s'il s'il s'agit de dire que l'objectif du gouvernement est l'universalité et l'égalité, oui, c'est un mensonge. D'ailleurs, on va s'arrêter du coup, là c'est un peu technique, mais qui peut penser raisonnablement qu'Emmanuel Macron et ce gouvernement soient soucieux d'universalité? Qui peut penser que le gouvernement, dont la première pierre posée lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, a consisté à casser le code du travail, qui pour le coup est une règle commune, pour faire en sorte que tout se négocie entreprise par entreprise, c'est-à-dire justement qu'il n'y ait plus d'universalité et que tout se discute à géométrie variable. Qui peut donc penser que ce gouvernement se réclamerait de l'universalité? Non, l'universalité, c'est le verre d'eau pour faire passer la pilule. Emmanuel Macron fait ce pari hasardeux que la jalousie des Français entre eux serait supérieure à l'aspiration à partir à un âge décent avec un bon niveau de pension. Je crois qu'il se trompe. Je veux vous dire quel est l'objectif du gouvernement. L'objectif est le suivant. Jusqu'à présent, dans le modèle de la sécurité sociale, à mesure que la part des seniors dans la population française augmentait, on a toujours augmenté d'autant les richesses consacrées aux retraites. Eh bien, c'est en rupture avec cela qu'Emmanuel Macron se situe, puisqu'il dit, et M. Delevoye l'a rappelé, le niveau actuel de la part des richesses consacrées aux retraites sera un plafond. Donc ça veut dire que compte tenu des projections démographiques, il va y avoir un décrochage entre la part des seniors et la part des richesses. Pour être moins technique et plus compréhensible, c'est comme si vous, Amélie Carrouer, dans quelques semaines, quand il va s'agir des fêtes de fin d'année, vous allez peut-être recevoir des convives chez vous. Vous cuisinez un gâteau, puis finalement vous avez toujours plus de monde qui arrive à table, il y a plus d'invités que prévu, et vous leur dites « je ne cuisinerai pas un plus gros gâteau ». C'est ce que fait Emmanuel Macron. Et donc le système par points ne permet qu'une chose, Amélie Carrouer, c'est de couper de toujours plus petites parts de ce même gâteau. Et vous parlez du PIB plafonné à 14%, vous dites dans vos rangs qu'on pourrait aller plus loin dans cette part consacrée aux retraites dans le Bien PIB, sûr. 16%, 19% disent certains, mais le PIB, il augmente, sa croissance naturelle, c'est plus 1,5% Alors, chaque année, et ça permet d'absorber 150 000 retraités par an de manière naturelle. Alors ça, c'est extrêmement technique, mais dans votre raisonnement à l'instant, vous raisonnez en euros actuels. Mais la question posée dans 10, 20, 30 ans, c'est pas quel sera le montant de votre pension en valeur euro 2019. La question, c'est bien non pas celle de l'augmentation du PIB en tant que tel, en valeur, c'est bien la question de la part de ce PIB, la part des richesses que l'on consacre à la question des retraites, comparativement à la part des seniors dans la population active. Pour revenir à cette métaphore du gâteau, si vous dites « je ne cuisine pas un plus gros gâteau », alors que je vous rappelle que c'est ce qu'on a toujours fait. Jusqu'à aujourd'hui, le modèle, ce qui a fait son succès, c'est qu'à mesure qu'il y avait plus d'invités à table, pour filer la métaphore, on a toujours dit, eh bien, consacrons une part plus importante de nos richesses aux retraites. Là, Emmanuel Macron dit non. Mais d'ailleurs, pourquoi dit-il non? C'est intéressant de s'y pencher. Vous allez me Parce parler que, de la capitalisation. bien évidemment, mais regardez, enfin, ce qui va se passer, c'est que comparativement au système actuel, si on coupe des plus petites parts, la conséquence concrète dans la vie des gens, parce que c'est ça qui intéresse les gens qui nous écoutent, Amélie Carrouer, c'est à quelle sauce ils vont être mangés après leurs années de travail. C'est finalement travailler toujours plus longtemps pour atteindre le même niveau de pension ou, si vous ne le voulez pas, compléter le modèle par répartition qui va devenir indigent par les retraites par capitalisation. Et regardez, et vous pouvez le vérifier, et tous ceux qui nous écoutent peuvent le vérifier, comme depuis quelques semaines, pullulent dans les médias audiovisuels, mais aussi dans la presse papier, les publicités pour les systèmes par capitalisation. Pas plus tard que la semaine prochaine, j'avais une matinale chez un de vos confrères sur le sujet des retraites. Avant mon interview, 4 publicités, Amélie Carrouer. Sur les 4 publicités, 3 pour les retraites par capitalisation. Cette semaine, vous avez dit que le gouvernement cherchait à faire les poches des 300 milliards d'euros de la sécurité sociale pour aider le privé. Vous pensez que le gouvernement fait tout ça pour aider le privé, pour aider les entreprises, Évidemment. les assurances à se mettre de l'argent dans les poches? Amélie Carrouer, vous pensez le contraire? Vous pensez que le gouvernement est bienveillant et qu'il veut, comme il dit, sauver le système par répartition? Non. Pour ces gens-là, pour ceux qu'ils servent, qu'il y ait 300 milliards d'euros, parce que c'est à peu près ce que ça pèse dans le budget de la sécurité sociale, les retraites, 300 milliards d'euros qui sont en France entre les mains des travailleurs qui décident de ce que l'on en fait. Vous savez, pour la finance, c'est insupportable, avoir un tel magot disponible. Ça fait des décennies qu'on essaye d'assurer un transfert des richesses de la sécurité sociale vers le privé. Emmanuel Macron, d'ailleurs, sur bien d'autres sujets, y a largement contribué. Donc oui, d'ailleurs, regardez, lisez la presse, vous allez voir, les assureurs, les banques se réjouissent de l'instauration de cette réforme des retraites. Car oui, effectivement, comparativement au système actuel, ce qui va se produire, c'est qu'il faudra travailler toujours plus longtemps et que le niveau des pensions va baisser. Qu'on soit très clair là-dessus, c'est vraiment ce qui va se passer. Alors, si on garde le régime actuel, les pensions vont baisser.
Ça Alors, aussi, c'est vrai. alors, d'abord, première chose, le système actuel a fonctionné, comme je l'ai dit, parce qu'on a toujours consacré plus de parts de richesse à mesure qu'il y avait plus de parts de seniors. Emmanuel Macron rompt avec cela. Mais vous avez raison de dire que si l'on ne fait rien, pas immédiatement, d'ailleurs on le sait, le Conseil d'orientation des retraites l'a montré, il n'y a pas péril en la demeure du point de vue du système actuel. Pour autant, oui, Il dit qu'il manquera 17 milliards d'euros oui, et à certains horizon, disent qu'il y à aura horizon justement quelques décennies. Mais péril en la demeure. regardons une chose surtout. Pourquoi y a-t-il péril en la demeure? Parce que depuis 20 à 30 ans, si vous regardez toutes les réformes libérales qu'il y a eu, elles ont mis des coups de canif pas possibles dans ce système de sécurité sociale. Et donc oui, effectivement, si l'on ne fait rien, dans quelques années, il y aura un problème et le niveau des pensions chuterait de plusieurs dizaines de pourcents, on peut même aller dire jusqu'à 26% à peu près. Donc moi, je suis d'accord pour dire qu'il va falloir réformer. Mais la question est, que voulons-nous faire? Emmanuel Macron, en quelque sorte, a lui un objectif comptable. Si vous lui posez la question à M. Il Macron... vous répondra que c'est aussi pour plus de justice et que le système actuel n'est pas assez équitable. Alors, bon, d'abord, dire une chose, c'est que le système actuel a plutôt répondu à ses promesses. On parle beaucoup des régimes spéciaux, Amélie Carrère. Mais les régimes spéciaux dans la population active, ça ne concerne que 3% de la population active. Moi, je le dis à votre micro ce soir, les 97 autres pourcents sont aussi concernés par cette réforme des retraites. On ne les réforme pas, les régimes spéciaux. J'y On viens. ne touche pas à la RATP, à la SNCF. On va en parler, mais vu que je veux m'assurer d'être clair, je veux répondre à votre question Allez, juste je précédente. vous en prie. Emmanuel Macron, son objectif est d'abord comptable. À la question, Monsieur Macron, que voulez-vous pour nos vieux jours? Lui vous répond, ne pas consacrer une part plus importante de richesse aux retraités. C'est son objectif. Son système par points permet donc d'assurer cet objectif de manière quasi automatique. En quelque sorte, si dans votre génération, l'espérance de vie augmente, la valeur du point ou du coefficient de conversion, c'est un peu technique, baissera. C'est-à-dire plus vous serez nombreux, plus on vous coupera des parts plus petites. Ça, c'est l'objectif Emmanuel Macron. Et si vous n'êtes pas content, vous irez compléter avec les retraites par capitalisation. D'ailleurs, même pour ceux qui ont des hauts revenus, vous avez vu qu'il a baissé leur taux de cotisation pour leur dire en quelque sorte, désertez le modèle par répartition et vous qui avez les moyens, partez à la capitalisation. Oui, mais au-delà de 120 000 euros. C'est au-delà de 10 000 euros par mois, ça ne concerne pas beaucoup de monde dans ce pays, vous avez raison, mais néanmoins, c'est un appel d'air pour eux et c'est un message qui est très clair du point de vue de l'intention du gouvernement. Ça consiste à leur dire, vous qui avez les moyens, arrêtez de vous embêter avec ce modèle de la sécurité sociale, partez à la capitalisation. Alors attendez, là j'ai expliqué ce que voudrait faire Emmanuel Macron. Un objectif comptable dont la variable d'ajustement est la vie des gens. Parce que pour assurer son objectif comptable, la variable, c'est l'âge auquel vous partirez avec un bon niveau de pension ou tout simplement le niveau de vos pensions. Moi, je voudrais, Amélie Carrère, qu'on retourne le problème. À la question posée, quel est ce que l'on se fait comme idée de ce que doit être la vie de nos seniors? Moi, je réponds, Amélie Carrère, Oui. partir à un âge décent. 60 ans et 40 annuités, c'est votre projet. Et avec un niveau de pension celui que vous digne. allez mettre sur la Parce Alors, que l'espérance de vie en bonne santé, Amélie Carrère, est de 63 ans dans notre pays. Oui, mais on est aussi dans l'OCDE, le pays où on profite le plus longtemps de la retraite. Je m'arrête sur Et votre alors, projet. c'est mal? Alors, c'est pas un jugement de valeur, je donne juste des informations. C'est extrêmement sur positif. votre projet. La politique, c'est ça, Ma normalement, question, c'est d'améliorer la vie des gens. Comment vous le financez? Vous, Alors, votre projet, vous allez me parler certainement des cotisations des Pas entreprises. Oui, mais alors, si on s'arrête sur ce point, il faut toucher aux cotisations des entreprises, demander plus à ces entreprises. D'abord, peut-être vous dire ce que je veux qu'on puisse faire, parce que vous avez dit partir à 60 ans. Effectivement, moi je vous le dis, ce serait partir dès 60 ans si possible, avec un niveau de pension digne, c'est-à-dire votre niveau de vie ne doit pas chuter lorsque vous partez en retraite, 40 annuités donc pour une pension complète. Je souhaiterais effectivement, et nous proposons avec la France Insoumise, que pour une carrière complète, aucune pension ne soit inférieure au SMIC, et que même pour une carrière incomplète, aucune pension ne soit sous le seuil de pauvreté. Parce qu'Amélie Carrère, sous le seuil de pauvreté, on ne vit pas, on survit. Et même par exemple, pour les carrières hachées, on pourrait par exemple avoir cet objectif que les trimestres au RSA soient comptabilisés dans votre retraite, parce que vous savez que le travail est extrêmement précaire et que la politique d'Emmanuel Macron précarise encore le travail. Et je termine de dire que la pénibilité doit être reconnue à plus de métiers. Alors également. ça aussi, le gouvernement le met sur la table dans les pistes. On en reparlera certainement. Comment vous financez votre projet de réforme à vous? Est-ce que vous allez en demander plus aux entreprises? Les cotisations des entreprises, certaines, ne peuvent pas donner plus. D'abord, moi, je me garderai bien de résumer et de dire l'entreprise, parce que le terme l'entreprise charrie des choses extrêmement différentes selon qu'on parle des grandes entreprises, des petites PME, des artisans, des commerçants. À qui vous demandez l'effort? Alors d'abord dire une chose, oui, pour avoir cet objectif
d'améliorer la vie des gens et de permettre de partir avec un bon niveau de pension à un âge décent, si l'objectif est celui-ci, contrairement à M. Macron qui lui a un objectif comptable, la variable d'ajustement pour nous doit être effectivement le fait de cuisiner un plus gros gâteau. Mais comme ça a toujours été fait, Amélie Carwer, de consacrer une part plus importante des richesses aux retraites. Alors qu'Emmanuel Macron, lui, c'est l'inverse, il fait de la variable d'ajustement votre niveau de vie et l'âge auquel vous partirez en retraite. Donc Comment les on finance donc? entreprises. Première chose, effectivement, réhabiliter la cotisation sociale pour ce qu'elle est, Amélie Carwer. Juste avant, sur ce plateau, il y a eu un discours extrêmement inverse. On parlait beaucoup des charges. En réalité, dire une chose, quand Emmanuel Macron vous dit, en baissant votre cotisation sociale sur votre salaire, j'augmente votre pouvoir d'achat, il vous ment. La cotisation sociale, c'est une part de votre salaire, en quelque sorte. Si on baisse vos cotisations sociales, certes, vous avez un gain immédiat sur votre salaire net de quelques dizaines d'euros. Mais vous devez savoir que derrière, c'est moins de retraite, c'est moins de santé, c'est la situation que l'on connaît de l'hôpital public et de ses budgets, etc., etc. Et toutes les projections économiques, et ce n'est pas le corps qui nous démentira, le Conseil d'orientation des retraites, Amélie Carwer, montre qu'à moyen long terme, on peut augmenter le salaire net et les cotisations pour financer nos retraites. Augmenter les salaires, c'est aussi avoir des cotisations supplémentaires. Imaginez qu'on augmenterait rien que de 1%, ce qui est très peu, les salaires, c'est 2,5 milliards de cotisations en plus. Quand à la France Insoumise, on vous parle de vraiment relancer l'activité dans ce pays pour que le travail cesse d'être précaire et qu'on ait de grands objectifs. 100 000 emplois créés, c'est 1,3 milliard de cotisations. Ça, c'est pour les salaires. L'écart des salaires entre les femmes et les hommes, Amélie Carwer, dont on conviendra qu'il est inacceptable, c'est 20% d'écart de salaire à travail égal. Si on mettait fin à cela, on pourrait dans les caisses immédiatement régler le problème pour tout de suite, si vous voulez. Je voudrais aussi vous Mais c'est pas entendre. tout sur le filet financement. Je voudrais terminer parce que Oui. là, je suis pas complet. J'ai encore deux choses à vous dire. La deuxième chose, après avoir parlé des cotisations, c'est effectivement les revenus du capital. Alors, les Amélie revenus du Carwer. capital. Le CAC 40, Mais enfin, vous voyez bien que depuis les années 80 et depuis l'introduction en bourse, etc., il y a une part considérable de la richesse produite qui est allée des poches des travailleurs vers les poches du capital. Amélie Carwer, la richesse produite, c'est un stock. Et la question posée est celle de sa répartition. alors sur sa Aujourd'hui, en répartition, France, vous j'ai avez juste- 67%. J'ai des chiffres à vous montrer. Oui. Ça alimente le débat. C'est pas inintéressant. Allons-y. Une étude qui est sortie qui montre que sur les 373 milliards en 2018 de revenus du CAC 40, une majorité a été reversée aux salariés ou à l'État et 36 milliards, la plus petite partie, aux actionnaires. La Et valeur... vous allez demander plus au CAC 40 Amélie avec Carwer. les risques que ça comporte Amélie de Carwer. les voir partir, Non, avec non, les non, conséquences. personne ne partira. Amélie Carwer, d'abord dire une chose, la répartition de la richesse produite aujourd'hui, c'est à peu près 67% pour le capital, 25% pour les investissements, ce qui est beaucoup trop peu compte tenu des défis considérables que l'on doit relever, par exemple la planification écologique qui va nécessiter qu'on investisse beaucoup, et c'est à peine 5% pour les salaires. Et avec de tels niveaux de salaire d'ailleurs, on ne relance pas l'activité d'un pays. Donc dire une chose, un salarié français aujourd'hui travaille à peu près 45 jours par an, Amélie Carwer, pour rémunérer les actionnaires. C'était 9 jours par an dans les années 80. Alors que dans l'intervalle, vous le savez, on produit beaucoup plus vite qu'avant, on produit beaucoup plus, et la productivité des Français est parmi la meilleure de toute l'Union européenne. Un salarié français aujourd'hui produit en moyenne 3 fois plus que dans les années 70. Donc oui, il y a une question de répartition de la valeur et de répartition de la richesse produite à travers la question des retraites. Et c'est vraiment essentiel de pouvoir le dire. Donc on doit pouvoir mettre aussi à contribution les revenus du capital pour pouvoir financer des améliorations sur les retraites. Je voudrais vraiment prendre le temps de vous interroger sur les régimes spéciaux. Vous dites c'est 3%, mais ça bloque une partie des Français en ce moment, ça intéresse. Les régimes spéciaux, est-ce qu'il ne faut pas malgré tout, malgré votre opposition à cette réforme, en changer le statut? Les Français sont pour changer le statut de la RATP, de la SNCF. On garde les choses telles quelles ou pas? Mais écoutez, le gouvernement, il a beaucoup parlé de ces régimes spéciaux, et d'ailleurs, puisque vous convenez avec moi que ça pèse assez peu dans la part de la population, vous conviendrez que dans le débat public sur la question des retraites, ça occupe une place qui est bien plus importante que le poids que ça pèse dans la population. Pourquoi? Parce que tout ce que je viens de vous raconter sur l'objectif du gouvernement et ce que ça va produire sur le fait qu'il faut travailler toujours plus longtemps pour avoir le même niveau de pension, c'est inacceptable pour une majorité de Français. Raison pour laquelle ils sont mobilisés. Donc le gouvernement a trouvé une astuce, c'est de dire, allez, pour leur faire avaler cette pilule, on va jouer l'égalité, l'universalité. Amélie Carwer, d'abord, l'émergence d'un système par points qui ferait que tout le monde partirait d'une même ligne de départ n'est pas par nature égalitaire. Songez que dans ce pays, selon que vous êtes un cadre ou un ouvrier,
vous avez 6 années d'écart d'espérance de vie de différence. Entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, c'est 13 années. Donc le fait que tout ce petit monde parte d'une même ligne de départ ne va rien améliorer. Ensuite, je vous réponds me répondez pas, sur oui, les régimes spéciaux. On les laisse tels quels. Écoutez, tous ceux qui en bénéficient aujourd'hui ont signé un contrat avec la nation qui consistait à dire, pour l'essentiel d'entre eux, moyennant des conditions de travail différentes, parfois pénibles, ou moyennant un salaire plus bas, je partirai en retraite plus tôt. Édouard Philippe a dit dans son allocution vendredi qu'il comprenait qu'on ne puisse pas changer les règles du jeu en cours de partie. Ça me semble être une évidence, mais au-delà de ça, que faisons-nous après? Moi, je vous lis ce que je souhaite faire. Je souhaite que la pénibilité et sa reconnaissance soient étendues, en quelque sorte. C'est-à-dire que sur la base de critères clairs de pénibilité, par exemple, je prends un exemple, les infirmières dans ce pays, on ne considère pas qu'elles portent des charges lourdes, mais pensez que dans les EHPAD, par exemple, quand on s'occupe de personnes âgées, ce sont des masses considérables qui sont portées quotidiennement. Eh bien moi, je serais pour qu'on l'étende la reconnaissance de la pénibilité à d'autres professions et que cette reconnaissance de la pénibilité permette de partir en ayant des trimestres supplémentaires pour sa retraite. Si par exemple le gouvernement qui met la réforme sur la table mercredi midi avance ce genre de piste, ça peut changer la donne pour vous? Vous pourriez faire baisser la pression? Non, Amélie Carrère, pour que l'on fasse baisser la pression, il faut que le gouvernement cesse avec son objectif réel. Je voudrais que soit entendu sur ce plateau ce soir que l'universalité dans la bouche de M. Macron, c'est de la pipe, pour reprendre son expression à lui. M. Macron, c'est celui qui a cassé le code du travail justement pour faire en sorte qu'il n'y ait plus cette règle universelle, mais faire en sorte qu'on négocie tout entreprise par entreprise. Et d'ailleurs, vous allez voir dès mercredi ce que va faire Édouard Philippe. Comme leur objectif central n'est pas l'universalité, dont ils se fichent considérablement, mais de faire passer cette idée que l'on ne consacre pas plus de richesse, pas plus de part de richesse aux retraites, ils vont essayer de s'arranger profession par profession. Ils ont d'ailleurs commencé à le faire. Enfin, regardez M. Castaner la semaine dernière qui a dit « le régime spécial des policiers sera maintenu », M. Blanquer, etc. etc. Mais vous ne vous réjouissez pas des revalorisations annoncées? Mais bien sûr que je me réjouis, encore faut-il les voir concrètement, d'accord? Parce que, y compris... Vous ne croyez pas au gouvernement, quoi qu'il dise. Si, je le crois. M. Darmanin, la semaine dernière, a annoncé à peu près la somme en millions qui serait allouée à la revalorisation des salaires des professeurs. Ouais. Vous regardez ce que ça fait, compte tenu des effectifs, c'est 30 à 40 euros de plus. Moi, j'attends de voir ce que ça produit et surtout en quoi ça améliore considérablement la situation des retraites. Je vous le redis, l'objectif de ce gouvernement, c'est de faire en sorte, une bonne fois pour toutes, que l'on arrête de consacrer une part plus importante des richesses aux retraites. Et donc, il est prêt à tout, et y compris à jouer de cette idée de la jalousie entre les Français pour le faire passer. Mais vous allez voir, va apparaître mercredi. J'anticipe sur les annonces d'Édouard Philippe. Vous allez voir que mercredi, quand Édouard Philippe va parler, puisqu'ils ne renonceront pas à cet objectif réel, il va faire toutes sortes d'ajustements. Il va, vous allez voir, parler profession par profession. C'est eux qui, dès mercredi, en fait, vont en quelque sorte instaurer une multitude de régimes spéciaux nouveaux. Vous allez voir, ils vont, pour faire passer la pilule, en rabattre sur l'objectif de l'universalité. Parce que ça n'est pas leur but. Vous comprenez? Ça n'est pas leur objectif. C'est un mensonge de considérer que le but est l'universalité. Ce qu'on comprend, c'est que quoi qu'il se passe mercredi, vous appelez à maintenir la pression au-delà. Non, pas quoi qu'il se passe. Sauf si le gouvernement annonce le retrait, et ce ne sera pas le cas. Mais attendez, pourquoi? Vous y croyez? Mais pourquoi est-ce que ce gouvernement ne pourrait pas, une fois, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, faire le pari de l'intelligence? Non, la France, son modèle social, une république sociale, basée sur la sécurité sociale, ne souhaite pas que l'on affaiblisse ce modèle et que l'on en passe au système par capitalisation. Non, contrairement à ce qui est leur conclusion fondamentale, qui consiste à dire qu'il faut travailler plus longtemps, parce qu'Emmanuel Macron nous dit ça, c'est la conséquence directe de l'instauration de cette réforme, c'est qu'il faudra travailler beaucoup plus longtemps. L'âge de pivot de 64 ans dont il a beaucoup été question, en fait, c'est que pour la génération de 63. Moi, j'ai regardé, par exemple, pour la mienne, Amélie Carrère, celle qui est née en 1990, ça va nous amener, nous, pour atteindre l'âge d'équilibre, à travailler jusqu'à 66 ans et demi. Moi, vous savez, avant d'être député, j'étais conseiller clientèle sur un plateau téléphonique, je répondais à des appels du matin au soir. Je pense à mes collègues, je nous vois mal être conseiller clientèle et décrocher toute la journée jusqu'à 66, 67. Je vois mal des professeurs de 67 ans, je vois mal des pilotes de ligne de 68. Au-delà de mercredi, vous appelez à un mouvement de colère qui soit un peu similaire à celui des Gilets jaunes, qui aille en réalité bien au-delà de la question de la réforme des retraites. En fait, c'est ça ce que vous appelez de vos voeux? Le mouvement social dira quelle suite il souhaite donner à l'affaire. Moi, je pense que là, ce qui est bien engagé, c'est qu'on est sur les retraites, que les arguments circulent, qu'à mesure que les Français s'y penchent, ils comprennent mieux sur un sujet qui est complexe. Et moi, j'espère, à mon modeste niveau, et qu'on soit d'accord ou pas avec mes arguments, que mes explications contribuent à ce qu'on comprenne mieux. Ce que je vois, c'est que depuis 3 semaines, quand les Français s'y penchent, ils comprennent, et comprenant, ils soutiennent la mobilisation. L'objectif, c'est le retrait.
Et ce gouvernement, pour une fois, qui a utilisé beaucoup d'arrogance, qui a utilisé la répression sur un tas d'autres sujets depuis maintenant plusieurs années, s'honorerait de retirer cette réforme. Alors, Parce qu'on peut faire autre chose. Je vous l'ai démontré, on peut. alors, Donc ça n'est pas acceptable. Et oui, l'objectif, c'est le retrait. Et moi, je crois qu'il faut rester sur cet objectif pour ne il y pas a diluer un syndicat, les mots d'ordre. il y a un syndicat qui n'est pas dans l'intersyndical, pour le moment en tout cas de mardi, c'est la CFDT, qui n'a pas quitté la table des discussions. Vous qualifiez comment l'attitude, le placement de la CFDT de Laurent Berger en ce moment? Et moi, il ne m'appartient pas de commenter les décisions syndicales. Si j'avais Laurent Berger en face de moi, j'aurais l'occasion d'une discussion. Vous savez, dans la question des retraites, Amélie Carwer, il ne s'agit pas de dire qui a raison, qui a tort. Sans doute personne a raison, personne a tort. Ce sont des modèles qui se confrontent, des visions de la vie qui ne sont pas les mêmes, je vous l'ai expliqué. D'un côté, ceux qui poursuivent des objectifs comptables, d'autres, certains qui veulent soulager la vie et qui font la démonstration qu'on peut le faire et que ça peut être positif. Et puis surtout, moi, j'interroge. À l'instant, je vous disais, M. Macron veut qu'on travaille plus longtemps. Il dit, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Mais vous le savez, vous, que c'est notamment à mesure que le temps de travail a diminué dans la vie, a diminué dans la semaine, que l'espérance de vie a augmenté. Pas que pour ça, mais notamment pour cela. Et enfin, interrogeons les choses. Est-ce que travailler plus longtemps aujourd'hui, ça fonctionne? Amélie Carwer, vous avez en France un actif sur deux à l'âge d'arriver à la retraite qui n'est déjà plus en emploi. Vous avez 300 000 chômeurs de plus de 60 ans. Songez que augmenter le temps de travail, c'est aussi aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. D'un côté, le chômage des seniors et de l'autre, le chômage des jeunes. Est-ce que la solution pour sortir du conflit, c'est un référendum? Je vous pose la question parce que Marine Le Pen a lancé une pétition et je vous pose la question parce qu'en 2010, c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même, à la tête du parti de gauche à l'époque, qui avait appelé de ses voeux un référendum. Non, bah là, Sur cette question. Je pense que les choses sont assez bien avancées pour que la solution, l'objectif, soit le retrait. Voilà, je vous le dis. Donc pas de référendum? Non, moi je pense que là, les Français commencent à avoir les idées suffisamment claires. Ils ont compris qu'il faudrait travailler beaucoup plus longtemps, que comparativement aujourd'hui, le niveau des pensions va baisser. Ils comprennent, parce qu'on leur dit, preuve à l'appui, que travailler plus longtemps, ça ne marche pas, que ça aggrave le chômage. Ils comprennent qu'on peut financer un modèle de retraite qui permet de partir à un âge décent avec une pension digne, que c'est faisable et que c'est pas du tout douloureux que de le financer. Donc ils n'ont pas envie de s'avaler cette réforme des retraites qui ne sert que les intérêts d'une petite minorité. Les seuls gagnants dans l'affaire, ce sera les assureurs et les banques, je vous l'ai dit. Moi, je veux qu'on entende aussi que dans cette affaire, les grévistes comme les non-grévistes, et je veux m'adresser d'ailleurs à ceux qui subissent la grève, vous avez, vous aussi, qui subissez la grève, intérêt à ce qu'elle réussisse. Il faut se serrer les coudes, ne pas succomber à l'objectif du gouvernement, qui est que les Français se battent entre eux. Il vaut mieux, Amélie Carwer, il vaut mieux, songez-y, quelques semaines de galère qu'une retraite de misère. Quelques semaines de galère. Vous dites quoi aux commerçants ce soir? Ce que je viens de vous dire. Qui vont souffrir pour leur messieurs, saison, dames, les commerçants. après une année de gilets messieurs, jaunes, dames, les commerçants, qui s'inquiètent même pour leur survie parfois. Messieurs, dames, les commerçants, qui vous inquiétez pour votre survie, vous avez intérêt à ce que les retraités de notre pays aient des revenus décents pour pouvoir consommer. Voilà ce que vous avez, ce que j'ai à vous dire. Et il vaut mieux donc, y compris pour vous, commerçants, quelques semaines de galère. Et je conçois que ça soit extrêmement difficile. Je veux dire, c'est difficile la grève. C'est difficile pour ceux qui la subissent, c'est difficile pour ceux qui la font, qui aussi perdent des journées de salaire, ne pourront peut-être pas offrir les cadeaux à leurs gamins, etc. Il faut y penser aussi. Vous êtes persuadé que l'opinion va rester à vos côtés, notamment que les usagers vont être un peu usés dès demain matin, parce que contraints. Vous ne craignez pas le basculement de l'opinion? C'est Noël. Disons que je souhaiterais, Amélie Carwer, que les médias passe effectivement plus de temps, comme on le fait justement ce soir, à parler du fond pour que les gens comprennent ce qui est en train de se passer et ce qu'ils vont subir sur leur retraite et qu'on peut faire autrement. Je pense que c'est utile d'en discuter, que de passer toutes nos vies, 24 heures sur 24 presque à la télévision, à commenter les effets de la grève. Partons d'un constat, et ça se résume en peu de mots, contrairement à la discussion sur les retraites. Oui, la grève, c'est difficile. Je le redis, c'est difficile pour ceux qui la font, c'est difficile pour ceux qui la subissent. Mais j'ai la certitude que ceux qui la subissent comme ceux qui la font ont un intérêt commun. Et je redis très solennellement à votre micro ce soir qu'il vaut mieux quelques semaines de galère qu'une retraite de misère, qu'il vaut mieux quelques semaines de galère que des années de calvaire et qu'on peut faire tout autre chose. Alors, je voudrais aussi revenir sur les mots de Jean-Luc Mélenchon. C'était cette semaine, lors du cortège hier précisément à Marseille. Il a voulu appeler à la mobilisation, mais il invite à la plus stricte non-violence. Pour mardi prochain, vous estimez que le gouvernement se sert des images de violence pour nuire au mouvement? C'est ça ce que vous pensez? Écoutez, en tout cas, une chose est sûre, les images de violence diluent
les mots d'ordre et l'objectif du mouvement social. Ça a le mérite d'être clair. Mais Regardez Jean-Luc rien Mélenchon que... a eu aussi des mots très forts Je vais vous répondre à sur l'égard cet du aspect. préfet l'allemand. Bien évidemment. Donc est-ce que vous pensez qu'il est responsable de la situation et que cette violence, elle est Donc, deux instrumentalisée pour nuire au mouvement? Donc d'abord 2 choses. Dire une chose, on a pu le vérifier jeudi. Jeudi, vous aviez une mobilisation qui était historique. Moi, j'ai jamais vu ça de mes propres yeux. Et de tous ceux qui connaissent bien le mouvement social, c'est une journée historique dans l'histoire sociale de ce pays. Et les quelques centaines de casseurs qui ont procédé à de la casse à Paris ont un poids qui est tout petit à côté de la masse considérable, ce million de Français qui a déferlé dans les rues. Et regardez le temps d'antenne qu'on y a consacré. Et songez que des gens, du coup, après, se disent « Oula, si la manifestation, c'est ça, la prochaine fois, j'y vais pas. » Or, les manifestations étaient tout à fait bon enfant, bien organisées. Il faut saluer les syndicats pour la réussite qui a été faite. Et oui, moi, je vous le dis, dans un rapport de force tel que celui qui est engagé, la bataille est aussi une bataille de l'opinion. Et pour l'emporter, il faut pouvoir faire la démonstration de mobilisation de masse, où même si c'est dur, c'est joyeux, où on peut venir avec les gamins et les poussettes, sans craindre pour soi, pour ses proches. Et c'est ce qui s'est passé très largement jeudi. Et effectivement, moi je considère que nous avons un problème sérieux avec la doctrine de maintien de l'ordre dans ce pays. Et quand je constate, par exemple, ce qui s'est passé lors de l'anniversaire des Gilets jaunes, place d'Italie, où moi je me suis rendu l'après-midi dans une manifestation qui était déclarée, et où, parce qu'il y avait des casseurs depuis le matin, alors quelques centaines paraît-il, ne peut-on pas les neutraliser tout de suite pour les empêcher de nuire à la manifestation? C'est une vraie question. Certains Gilets jaunes, tout à fait pacifiques, on dit, ce jour-là, on a eu le sentiment d'être dans un guet-apens. Et quand on voit, par exemple, Manuel, ce gilet jaune valenciennois, qui est un militant, pour le coup, et je l'ai eu au téléphone, je l'ai vu encore hier à Lille, absolument pacifique, qui lui est convaincu de la nécessité pour qu'une mobilisation réussisse, qu'elle soit pacifique. Se prendre un tir tendu en pleine figure, je veux dire, c'est insupportable. Et quand le lendemain, le préfet l'allemand, interpellé par une femme dans la rue, à propos de ce qui s'était passé, lui répond « Madame, nous ne sommes pas dans le même camp ». Imaginez, Amélie Carouer, l'image de la République quand un de ses représentants se vit comme étant dans un camp opposé à une part de la population française. Nous verrons française. mardi comment les choses se déroulent précisément. Pourvu qu'elles se déroulent très bien et que les Français soient très nombreux ce mardi à manifester pour le retrait de la réforme. Guillaume Tabar va faire son entrée sur ce plateau. Je vous signale ce soir qu'on poursuit la discussion autour des retraites avec même le gouvernement face aux syndicats. Et c'est présenté par Pascal Perry et Julie Hamet. C'est à suivre donc ce soir sur LCI. Je promettais l'arrivée sur ce plateau de Guillaume Tabar du Figaro. Vous êtes arrivé. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Amélie. Vous étiez en régie. Bonsoir, vous avez Guillaume suivi Tabar. l'interview. Qu'en avez-vous pensé? Bonsoir Adrien Quatennens. Bah oui, je vous ai écouté attentivement. J'ai notamment écouté presque ce cours de gastronomie que vous nous avez donné en parlant abondamment de ce fameux gâteau. C'est la seule manière des pour retraites. l'instant que j'ai trouvé pour rendre tout ça moins technique. Alors finalement, l'exemple est simple, il est clair, il est séduisant. Peut-être manquait-il juste un détail pour expliquer quand même que pour faire grandir ce gâteau, on ne disait pas aux invités que c'était quand même dans la poche de leurs enfants que l'on allait prélever ce qui était nécessaire pour le faire grandir. Mais attendez, arrêtons-nous un instant là-dessus. Guillaume Tabar, jusqu'à présent, c'est toujours dans nos propres cuisines qu'on a sorti les ingrédients pour cuisiner un plus gros gâteau. Je veux dire, la rupture, si vous voulez, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait. Je veux dire, au moins accordez-moi le point là-dessus. Jusqu'à présent, sinon prouvez-moi le contraire. À mesure que la part des seniors dans la population française a augmenté, la courbe est très claire. Parallèlement, on a consacré une part des richesses supplémentaires. Monsieur Macron, lui, est convaincu qu'il ne faut plus le faire. Mais c'est lui qui rompt avec ce qu'on a toujours fait en France. C'est pas moi. Non, mais aussi le fait que, comme vous dites, qu'il n'y a pas d'urgence financière, c'est aussi parce que des précédentes réformes aussi ont garanti aussi ce financement jusqu'à ce jour, des réformes que Mais vous avez s'il va contestées. falloir réformer et que vous malgré tout, contestez toujours raison aujourd'hui. pour laquelle je pense qu'il faut réformer, pas comme le fait Emmanuel Macron, mais qu'il faut réformer. J'ai dressé les contours de la réforme que nous proposerions avec la France Insoumise. Je pense qu'il faut réformer parce que ce système a eu des coups de canif sévères depuis quelques années qui l'ont affaibli et qui vont faire effectivement que si l'on ne fait rien, pas tout de suite, mais dans quelques années, les pensions vont diminuer, ce qui n'est pas acceptable de mon point de vue. Allez, on en vient maintenant à la polémique concernant une phrase de Jean-Luc Mélenchon à propos de Marine Le Pen. Oui, parce qu'à propos de Marine Le Pen, donc, qui appelait à soutenir ce mouvement social, Jean-Luc Mélenchon a souligné qu'elle avait fait un progrès en direction de l'humanisme. Alors cette phrase a fait beaucoup couler d'encre depuis quelques jours maintenant. Faites-nous finalement la bonne exégèse. Est-ce que c'était simplement de l'ironie ou est-ce que c'était un constat que faisait Jean-Luc Mélenchon qu'aujourd'hui les frontières politiques doivent s'effacer devant l'urgence sociale? Non, écoutez, si c'est ça que vous imaginez, vous rêvez. Je vous pose la question. Non, mais ça a le mérite d'être clair. Jean-Luc Mélenchon s'en a expliqué lui aussi. Évidemment que c'était ironique. Enfin, qui peut croire raisonnablement d'ailleurs que Madame Le Pen, dans cette affaire, se situe véritablement dans le camp du progrès? Jean-Luc Mélenchon, justement, a eu cette phrase ironique sur le vieux port de Marseille. Il s'en est d'ailleurs lui-même expliqué.
Comme quoi, en tout cas, la leçon qu'on retiendra, c'est qu'on ne peut pas faire de second degré dans un moment comme celui-ci. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Non, il faut être sérieux, cette question-là. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui aujourd'hui considèrent que le vote qui exprime la colère, le leur en tout cas, ce serait Madame Le Pen. Moi, je veux m'adresser à eux, parce que vous voyez, je vois un vrai risque. C'est que les Français sont une majorité à ne pas vouloir de ce duel de nouveau annoncé entre M. Macron et Madame Le Pen en 2022. Et s'agissant de Madame Le Pen, ça fait des années qu'on crie au fascisme, qu'on fustige l'extrême droite, sans trop rentrer dans le détail dans le combat avec eux, et ils ne font que progresser. Alors moi, j'ai une idée, j'ai une méthode. C'est de m'adresser solennellement à ceux qui, pas les racistes convaincus, pas ceux qui sont d'accord avec les vues ethnicistes pour la France de Madame Le Pen, les autres, ceux qui sont en colère, mais ne sont pas fondamentalement de cet avis. Eh bien ceux-là, il faut pouvoir s'adresser à eux et leur dire très clairement, si vous pensez que Madame Le Pen va mettre un coup de pied aux fesses du système, regardez son programme. Vous avez pour beaucoup manifesté, d'ailleurs il y a eu beaucoup de gens qui ont manifesté depuis plus d'1 an et demi, pour des hausses de salaire. Madame Le Pen court les plateaux télé pour expliquer aux Français qu'elle est opposée à la hausse du SMIC. Vous avez eu des manifestations pour la justice fiscale. Madame Le Pen met sur sa liste aux européennes quelqu'un qui est pour la suppression de l'ISF avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Donc si vous voulez, il faut pouvoir dire clairement que vous soyez en colère, oui, mais ayez une colère propulsive. Pas une colère qui nous emmène dans les bras de cette femme qui, franchement, transformerait la France dans un état que je ne voudrais pas voir pour mon pays. Mais quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'un électeur du Rassemblement national, on ne lui demande pas son vote avant de participer à une manifestation, ça, par ailleurs, c'est du second degré ou Non, mais ça, par ailleurs, c'est juste une évidence. Ah. Donc, dans sa phrase, il y a une phrase de second degré et une phrase d'évidence. Non, mais la phrase qui est en second degré, c'est juste évident quand vous connaissez Jean-Luc Mélenchon et quand vous l'écoutez, c'est quand il parle de l'évolution sur le fond de Madame Le Pen. Ça, c'est de l'ironie. En revanche, effectivement, supporter que dans un mouvement social qui, en plus, est organisé par des syndicats, il ne s'agit pas d'estampiller la manifestation de gauche. Vous savez, dans les syndicats, il y a des gens qui se reconnaissent de telle ou telle appartenance politique. Il y en a même certains qui ne savent pas encore exactement quel est leur avis. Il y a aussi beaucoup de gens, et ça c'est plutôt positif, qui remettent parfois en cause leur certitude de vote et évoluent, ce qui fait que la discussion est rendue possible. Oui, Guillaume Tabar, un mouvement social charrie des contradictions politiques. Mais c'est certain. Autre question. Oui, mais juste pour conclure sur ce point, ni vous, dirigeants de la France Insoumise, ni Marine Le Pen et les dirigeants du Rassemblement national ne veulent d'alliance. Mais êtes-vous convaincus que vos électeurs, à vous ou elles, eux n'en veulent pas? Les siens, j'en sais rien. Et les vôtres? Puisque d'ailleurs je m'adresse à eux, mais les miens, ça a le mérite d'être clair. Enfin, dans l'histoire avec un grand H, comme aujourd'hui concrètement sur le terrain des idées, nous sommes les adversaires résolus. Je ne parle pas de vous, je parle des électeurs, mais bon. Oui, non, mais moi je vous le dis, par ailleurs, très clairement, ça n'existe pas. Enfin, souvenez-vous du soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Nous avions fait un sondage, entre guillemets, interne aux Insoumis, pour savoir ce qu'ils s'apprêteraient à faire au second tour. Le mouvement était tout juste né pendant l'élection présidentielle. Nous avions besoin d'avoir une photographie de l'instant de ce qu'étaient finalement les gens qui composaient la France insoumise. On a demandé qu'allez-vous faire au second tour. Mais vous avez 3 tiers très nets. Un tiers qui dit je vais aller voter pour M. Macron parce que je ne veux pas de Mme Le Pen. Un tiers qui dit je m'abstiendrai. L'autre tiers qui dit je n'irai pas voter. Mais très franchement, faites-nous la démonstration d'électeurs de la France insoumise qui virent au Front National. Pour moi, c'est soit un vaste fantasme, soit extrêmement résiduel. Alors, question maintenant sur la recomposition de la gauche, Guillaume. Oui, parce que simultanément, Jean-Luc Mélenchon a proposé aux Verts un gouvernement commun d'état d'urgence écologique et social. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Et puis, ce n'est pas la première fois qu'il propose une forme d'alliance. Il avait proposé une fois déjà une fédération populaire. On lui avait un peu claqué la porte au nez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui permettrait qu'un rassemblement politique de la gauche s'organise ? D'abord, on préfère le terme de fédération au terme de rassemblement parce que le terme de rassemblement donne l'impression qu'en fait, l'objectif est de se rassembler. Comme si on se retrouvait dans une pièce et on se disait coûte que coûte, quels que soient nos désaccords, il faut qu'on sorte unis. Moi, vous savez, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que la division à gauche, elle tiendrait aux guerres d'ego, etc. Non, la question est bien celle des contenus. Il faut pouvoir se poser la question de qu'est-ce qui fait accord entre nous. Et nous avons proposé quelques bases qui permettraient de faire cette fédération populaire que Jean-Luc Mélenchon a appelée de ses voeux. Et par exemple, effectivement, avec Europe Écologie Les Verts, il est à peu près clair que l'objectif, relever le défi climatique, fait accord entre nous. Après, ce sur quoi effectivement... ils ne veulent pas gouverner avec vous. Mais ce sur quoi les paramètres restent à définir, c'est finalement quelle écologie pour faire face à la crise climatique. Moi, je vous le dis, par exemple, l'un des points de désaccord qu'il reste à solutionner avec Europe Écologie Les Verts, c'est la question du cadre des traités européens. Parce que moi, personne ne me fera croire que l'on peut procéder à la transition écologique dans le temps imparti sans investir considérablement. Or, précisément, investir considérablement, les traités européens actuels l'interdisent. Donc ça, c'est une vraie question. Mais il faut que C'est pas une vraie question, c'est un vrai désaccord de fond. Mais un vrai débat, du coup. Un vrai débat. Moi, je pense que ce qu'il faut honorer à présent, c'est le fond.
et c'est bien le contenu et le fond qui potentiellement pourra créer le cadre d'une fédération. Moi, je vous le dis, je crois qu'il y a effectivement un nouveau bloc majoritaire à construire, et vous avez raison de dire que, quelque sorte, la question climatique, elle dresse un intérêt général, en quelque sorte. Même si dans ce peuple, il y a des contradictions, si c'est la pérennité de la vie humaine sur Terre qui est menacée, tout le monde comprend bien que nous avons intérêt à solutionner cette question. Adrien La question, Quatennens, c'est comment le fait-on ? autre question, il y a le délibéré qui est attendu pour le procès des dirigeants de la France Insoumise. Après les perquisitions, on s'en rappelle, au siège du parti. C'est demain, c'est à Bobigny. Jean-Luc Mélenchon et 5 de ses proches sont poursuivis, je le rappelle, pour rébellion, provocation, acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire. Craignez-vous sa condamnation ? Oui, il faut traduire rébellion. Rébellion, c'est en fait le procès de ceux qui ont crié un peu fort devant une porte d'un local où c'était leur droit le plus complet que d'y rentrer. Il faut quand même le rappeler. Vous craignez la condamnation demain ou pas ? Écoutez, moi je pense que le plus intelligent de la part du juge du siège serait finalement effectivement de ne pas donner blanc-seing au parquet à ses réquisitions, c'est-à-dire le parquet qui lui dépend, le ministère public qui dépend directement du gouvernement, en disant que maintenant ça suffit, quoi. Ça a assez duré en quelque sorte. Vous savez, dans cette affaire, on aura bien peu interrogé le fait générateur. 2 dénonciations sans preuve qui ont abouti à des perquisitions dans une proportion absolument considérable dans tout le pays. C'est sans commune mesure avec ce qui est arrivé aux autres. On dit parfois oui, mais c'est arrivé à telle autre formation politique, telle autre. Non, s'agissant du fait générateur, c'est inédit et c'est incomparable ce qui s'est passé pour la France Insoumise. Que ce qui sera dit demain ait un impact sur l'avenir de Jean-Luc Mélenchon ou celui de votre parti ? Non, je ne le crois pas. Vous savez, le mal est fait avec les images qui ont été diffusées de manière très partielle et partiale d'ailleurs. Quand on a vu tout le document complet, on voit les moments où Jean-Luc Mélenchon montre bien qu'on ne s'oppose pas à la perquisition, mais dit bien que c'est notre droit d'être à l'intérieur du siège de la France Insoumise. Donc je crois que le mal est fait parce que pendant 1 an, il y a eu les quelques images de 10 secondes qui ont été passées en boucle sans qu'on puisse vraiment réfléchir sur le fond ou se poser la question de savoir quel seuil a été franchi s'agissant du traitement judiciaire d'un parti politique. Moi j'espère la relaxe, je vous le dis, j'espère la relaxe, et puis si ça n'est pas le cas, écoutez, mes amis seront officiellement estampillés rebelles officiels, voilà, en quelque sorte. Ce serait une fierté pour vous ? Non, moi je pense que ce qui serait une fierté pour nous et qui honorerait notre pays, c'est qu'on arrête cette comédie parce que c'est un procès politique et que le juge prononce une relaxe et qu'on en finisse avec cette Et affaire. justement, s'il n'y a pas de relaxe, vous direz que c'est une décision politique ou pas ? Écoutez, c'est au juge du siège que cela appartient. En tout état de cause, moi ce que je continuerai à dire, quelle que soit l'issue du procès demain, c'est que ce procès est politique et que j'ai des arguments pour le prouver. Puisque j'en cite un, puisqu'on n'a pas le temps de faire tout le procès ici, mais l'un des faits générateurs, s'agissant par exemple des assistants parlementaires européens, vous savez que le Parlement européen, contrairement par exemple à l'affaire du Modem, le Parlement européen n'a jamais mis en cause la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon. C'est une femme d'extrême droite, eurodéputée, Sophie Montel, qui avait dénoncé Jean-Luc Mélenchon, mais qui avait dénoncé aussi une quinzaine d'autres, Madame Alliot-Marie, Monsieur Yannick Jadot, à qui je ne souhaite pas d'ailleurs le même sort que celui qui nous a été réservé. Mais sur la base de ces faits générateurs, des dénonciations sans preuve, on a fourni la Libye à la justice pour s'en prendre à la France Insoumise, et évidemment, dans une hiérarchie qui fait que tout le monde le sait, quand on dit la justice indépendante, non, il y a des pans de la justice qui le sont, mais le parquet ne l'est pas. Justement, à ce propos, Jean-Luc Mélenchon avait parlé le concernant d'une instrumentalisation de la justice pour, disait-il, éliminer des concurrents politiques. C'est aussi un peu ce que dit Marine Le Pen à propos de sa mise en examen. Tiens, bon, mais donc peut-être que la France Insoumise et Marine Le Pen, en quelque sorte, bon... Alors, on peut se poser la question, mais sauf que vendredi... Posez pas la question, vous faites la conclusion. François Bayrou, lui-même, pour des faits voisins, à savoir la mise en cause du travail d'assistant parlementaire, a été mis en examen. François Bayrou, c'est pas un opposant politique. Monsieur Bayrou et le Modem ont été mis en cause par le Parlement européen. Je ne sais pas quels sont les faits, je n'ai pas à me prononcer, je n'ai pas à commenter cette décision de justice. C'est les mêmes faits que Marine Le Pen. Oui, exactement. Mais en tout cas, ça ne sont pas, ni pour Madame Le Pen, ni pour Monsieur Bayrou, les mêmes faits que la France Insoumise, qui a été dénoncée sans preuve et que le Parlement européen, lui, n'a jamais mis en cause. Et puis, on pourrait continuer comme ça. Par exemple, les comptes de campagne de M. Macron ont été signalés avec des irrégularités. Ceux de Jean-Luc Mélenchon, ils ont été validés avant qu'un conflit interne à la Commission ne débouche à ce signalement. Où en est-on des perquisitions à La République En Marche ? Est-ce que Guillaume Tabar, demain à 6h du matin, les policiers vont frapper chez messieurs Castaner et M. Macron pour procéder à des perquisitions ? N'y a-t-il pas un deux poids, deux mesures dans le traitement judiciaire des affaires politiques dans ce pays ? Et n'est-on pas mieux placé quand on est proche de cette monarchie présidentielle que dans les opposants de la France Insoumise ? La question mérite d'être posée. Elle ferait d'ailleurs une enquête journalistique tout à fait passionnante, je le crois. François Bayrou et Marine Le Pen, lequel des deux est le mieux traité, selon vous ? Franchement, cette question-là, j'ai pas envie d'y répondre, ça ne m'appartient pas.
2 dernières minutes et 2 images d'actualité, si vous le voulez bien. On a sélectionné 7 photos. 100 portraits décrochés du président ont été exposés au Trocadéro contre l'inaction climatique. L'association a voulu dénoncer l'inaction climatique et sociale du gouvernement. Votre réaction? Écoutez, ce sont des manières de faire qui sont tout à fait novatrices. Je pense qu'il n'y a rien de violent là-dedans, hein, c'est plutôt bon enfant aussi. D'ailleurs, quand les portraits ont été décrochés, on a envoyé des jeunes devant les tribunaux. Mais en fait, ils dénoncent l'inaction climatique de ce gouvernement et c'est bien le plus grave. C'est que alors qu'Emmanuel Macron se fait sacré champion de la Terre parce qu'il a un peu parlé d'écologie avec un fond de scène vert, il continue le CETA et le libre-échange qui aggravent le changement climatique. La France est complètement à la remorque et n'atteint pas ses objectifs pour les accords de Paris. Donc si vous voulez, les jeunes, cette génération qui va être chargée de régler ce défi, et vous voyez que le temps maintenant est limité pour pouvoir le faire, eh bien trouve des moyens autres pour dénoncer. Vous savez d'ailleurs, pour qu'il y ait vol en quelque sorte, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se soit plaint du vol. Je n'ai pas vu qu'une mairie se soit plaint du fait qu'on ait décroché le portrait présidentiel. Autre image d'actualité, l'Algérie maintenant. Les Algériens sont appelés aux urnes le jeudi 12 décembre pour une élection présidentielle qui est décrite comme sous haute tension. Il y a une très forte émotion du peuple algérien et d'ailleurs des mobilisations partout en France parce qu'effectivement le peuple algérien a mis en marche cette grande révolution citoyenne en quelque sorte. J'ai vu que d'ailleurs le mot d'ordre d'une constituante qui permettrait au peuple souverain de redécider de la règle commune pour l'Algérie était en discussion. Et j'ai vu d'ailleurs que beaucoup s'émeuvent du fait qu'une élection soit organisée par voilà, des gens qui sont proches du pouvoir, etc. Bon, alors en France, c'est toujours particulier parce que quand la France se prononce sur la situation algérienne, elle peut toujours être soupçonnée d'ingérence, ce dont il faut se garder. Moi, je soutiens le peuple algérien et sa mobilisation. Et je vois que tout cela suscite beaucoup d'émotions. Et je vois qu'on en parle aussi trop peu. Et que, effectivement, ça mériterait qu'on en discute un peu plus, y compris dans les médias. Et c'est ce que souvent le peuple algérien réclame. Merci beaucoup Adrien Quatennens. Je profite de votre présence pour dire que demain soir sur LCI, un document spécial Jean-Luc Mélenchon, l'insaisissable. Ce sera à 20h50. Ça a été réalisé par Mathilde Guénégan. Je crois que vous avez été interviewé Oui, à cette occasion. j'y ai participé. Alors j'espère que ça sera très bien, qu'on ne sera pas déçus. Eh ben, rendez-vous 20h50 demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.